tout le monde. Il suffit de m'envoyer des questions sur LinkedIn. Convaincre à distance, c'est un sujet qui vous a beaucoup interpellé puisque vous êtes plus de 620, je crois 627 à vous être inscrits. On est dans un moment très clairement de déconfinement où on voit que les choses ont bougé, les choses ont changé et il va falloir sans doute améliorer nos habitudes, travailler maintenant avec un distanciel qui soit très, très efficace et en même temps dans lequel on se sente bien. C'est ce qu'on va aborder ensemble. Je vais vous donner des éléments pour révéler des choses, peut-être pour comprendre pourquoi on n'est pas à l'aise. Et puis, je vous donnerai aussi une démarche, la nôtre, que vous pourrez adapter et utiliser autant que vous voulez et qui, j'espère, vous sera très, très utile. Peut-être un point pour ceux qui ne nous connaissent pas, avant que je démarre, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Time to Pitch, de vous dire qui on est. On est un cabinet conseil en communication en termes de coaching et de formation. On forme à la fois, on est très spécialisé au démarrage sur les startups, on en accompagne plus de 400 par an pour tout ce qui participe de la communication, de la prise de parole, du leadership, du management, du commercial, et on est partenaire pitch de la BPI. Et du coup, de l'autre côté, on a des clients qui sont venus nous voir pour ça, pour ce savoir-faire. Donc, d'ailleurs, je les salue parce que beaucoup d'entre eux sont là, Nexity, La Poste, Accenture, Deloitte, beaucoup de gens qui nous ont rejoints et on accompagne à peu près 3000 collaborateurs chaque année dans toutes les langues. On a 40 coachs et voilà. Notre credo, c'est vraiment permettre à chacun d'avoir un comportement et une parole qui soit décisive, c'est-à-dire qui emporte la décision. Alors justement, dans ce cadre-là, pour vous, hop, il ne faut pas que je me trompe de bouton. Les choses ont, pour certains d'entre vous, les choses ont totalement changé. Pour d'autres, elles se sont accélérées. Et j'en prends pour exemple ce chiffre qui date d'il y a une semaine ou deux que l'IFOP nous a sorti. Vous êtes 70% dans les cadres français à souhaiter poursuivre aujourd'hui le télétravail après le confinement, à raison d'1 à 2 journées par semaine. Alors, c'est un chiffre colossal. Il l'est d'autant plus que quand on regarde le chiffre il y a 3 ans, on était à 11%. Donc, on est passé de 11% à 70%, ce qui est vraiment très important. Dans les cadres français, ben, vous en êtes et puis vos clients en sont. Donc, forcément, il est en train de se passer quelque chose. Twitter vient faire une annonce où il dit que leurs salariés dorénavant pourront choisir le télétravail à vie. Voilà une belle formule. Mais plus que Twitter, moi, ce qui m'a intéressé la semaine dernière, c'est PSA. PSA qui a 200 000 employés et qui, alors ils ont déjà un peu moins de 20 000 personnes en télétravail, ils vont passer à 80 000. PSA qui passe à 80 000 collaborateurs en télétravail, ça signifie que le marché, le monde dans lequel on vit est en train de changer parce que derrière, il y a tout un tas d'entreprises qui vont suivre. Donc, par rapport à ça, on est tous d'accord qu'il y a un sujet, il y a une question. Si vous êtes aussi nombreux, c'est que vous vous interrogez. Pourquoi êtes-vous là? Vous êtes là, vous me l'avez dit parce que vous m'avez envoyé des mails pour certains d'entre vous. J'ai interrogé d'autres. Bon, vous êtes énormément, vous êtes très nombreux, donc je n'ai pas évidemment parlé à tout le monde. Il y a deux sujets. Il y a le sujet de j'ai envie de me sentir à l'aise et puis le sujet de j'ai envie d'être plus impactant. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que le télétravail, le travail à distance, c'est déjà une norme, mais aucun d'entre vous ne le juge encore complètement normal. Vous ne jugez pas normal et j'ai même entendu, pendant que je travaillais sur ce webinaire, cette phrase 2 fois. C'est pour ça que je l'ai mise parce que ça m'a fait rire. J'ai une de mes stagiaires, Laura, qui l'a dite, et puis un client qui est aussi un ami, Arnaud Katz, le patron de Bird Office, qui dit « Je préfère le rapport humain au rapport à distance ».
Et j'aime bien cette phrase, elle me fait rire parce que le rapport humain au rapport à distance, c'est comme si finalement, ce que les deux voulaient dire, c'est je préfère le rapport présentiel au rapport à distance. Mais quand ils ont dit je préfère le rapport humain au rapport à distance, ça signifiait que le rapport à distance est inhumain et que le rapport présentiel, en fait, c'est le vrai rapport humain. Donc, il y a vraiment un sujet à cet endroit-là sur lequel on va travailler et la question va être comment est-ce qu'on peut le travailler pour pouvoir convaincre à distance. Et face à cette inquiétude, parce que c'est une inquiétude qui fait que vous êtes là en face de moi derrière cet écran, moi j'ai envie de venir vous rassurer, de vous dire que oui, tout a changé et non, rien n'a changé. C'est-à-dire que oui, tout a changé sur la forme, mais non, rien n'a changé en fait sur le fond. Et c'est mon premier message que je voudrais faire passer, c'est de dire qu'il faut qu'on travaille le fait de s'habituer à cette forme qui est différente, mais sur le fond, 95% des choses sont les mêmes. Les réflexes sont les mêmes, le cerveau est le même, il va juste falloir qu'il s'adapte. Alors voyons en fait comment on va faire ces 40 minutes. On va travailler d'abord, on va regarder ce que c'est que cet enjeu de distanciation digitale dans cet art de convaincre, et puis je vais vous donner les 4 piliers de l'art de convaincre avec une to-do list. Voilà, un webinaire, ça se doit d'être très utilitariste, donc je vais vous donner des to-do list pour que vous puissiez partir avec. Et vous aurez le lien du replay juste après, Alice a dû vous le dire. On finira avec le mot de la fin pour Darwin. Alors, convaincre à distance, revenons finalement à ce que vous ressentez, les symptômes. Vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes mal à l'aise. Vous vous sentez mal connecté à l'autre, et puis vous êtes fatigué, parce que vous avez le sentiment que ça vous prend beaucoup plus d'énergie. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes mal à l'aise? Pourquoi est-ce que vous vous sentez mal connecté? Et pourquoi, à la fin, vous êtes fatigué? Parce que vous avez un cerveau qui vous sert à vous adapter aux situations. C'est un cerveau qui date d'il y a 200 000 ans et qui est en mode survie. Le mode survie, ça veut dire qu'à chaque situation, il trouve des options pour que vous vous adaptiez au mieux à la situation. Et vous avez des capteurs. Alors, il y en a 2 principaux, les yeux, les oreilles. Vous en avez d'autres. Et il y en a, parce qu'il n'est pas dessus, mais je vous en parle tout de suite, il y a un des capteurs qui est en fait de le toucher. C'est vos sens. Et là, déjà, dans le distanciel, vous n'avez plus ce premier capteur, qui est le capteur qui vous permet de sentir la vérité de l'autre. Vous lui serrez la main, vous l'embrassez, vous sentez tout de suite s'il se passe quelque chose. Mais, donc ça, vous ne l'avez plus. Premièrement, le cerveau était habitué à avoir cette sensation. Deuxièmement, premier capteur, le capteur visuel. Or, sur le visuel, qui est le capteur principal, il nous manque une partie des informations dont notre cerveau se sert pour évaluer la relation avec nos interlocuteurs. Vous n'avez, là je me vois dans le cadre, vous n'avez qu'une partie en fait des informations que vous avez habituellement. Donc tout ce qui participe de ce qu'on appelle le non-verbal, les signaux faibles du comportement que le physique de l'autre vous donne, ben vous ne les avez plus, et même ceux que vous les avez un peu distanciés, et vous les ressentez moins bien. Donc ça, c'est le premier sujet. Le cerveau est en manque d'informations pour pouvoir prendre une option, une décision d'évaluation de la situation, par rapport à l'évaluation de la situation. Et puis, il y a Louis. Louis, et là, en fait, il y a un léger décalage entre le moment où je parle et le moment où vous l'entendez. On a fait, pendant ce confinement, on a fait une expérience avec ma femme. On était assis l'un à côté de l'autre, chacun avec son ordinateur, et on a voulu calculer quel était le décalage entre le moment où elle parlait, le moment où elle envoyait les slides et le moment où j'entendais et où il y avait une corrélation entre mes oreilles, ce que mes oreilles entendaient, et mes yeux. 3 secondes 36. C'était 3 secondes 36. Alors, on a peut-être une mauvaise connexion Internet, mais enfin, même si c'est 2 ou 3 secondes, c'est énorme. Le cerveau n'a pas l'habitude. Donc, ce cerveau, il a besoin de s'adapter.
Et du coup, il a le sentiment que la connexion humaine est altérée à cause dans l'utilisation de la connexion Internet. Donc, cette connexion humaine, c'est notre sujet, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour rajouter de la connexion humaine dans cette connexion Internet. Cet enjeu de reconnexion, on l'a à la fois avec l'autre. Comment est-ce que je peux aider? On est dans un thème qui est convaincre à distance. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir aider l'autre à accueillir mon message? Ça, c'est la première chose. Et puis, pour moi, comment est-ce que je vais faire pour me sentir à nouveau bien, retrouver mon naturel et du coup mon impact? Donc, on va regarder ça en se demandant, dans ce qui ne change pas, c'est-à-dire les piliers de l'art de convaincre, comment est-ce que ça s'exprime à distance et en quoi la notion de distanciation va changer mes habitudes. Et vous allez voir, il y a des choses qui changent, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne changent pas. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de remettre au centre le fond pour que justement vous ayez conscience qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé et que ça va aller très bien et de mieux en mieux. Avant tout, je voudrais qu'on soit tous d'accord. Vous êtes plusieurs centaines, je voudrais qu'on se mette tous autour du mot convaincre et qu'on soit tous d'accord sur la notion même de convaincre. Convaincre, ça n'est pas avoir raison. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on accompagne un certain nombre de gens chaque année et beaucoup de gens confondent ces deux notions. Ils pensent qu'en ayant raison, en prouvant qu'ils ont raison, ça va suffire. Or, convaincre, c'est pas avoir raison. Avoir raison, c'est ça. Avoir raison, c'est Mohamed Ali sur le ring qui vient de mettre KO Sonny Liston. Et en fait, maintenant, il est tout seul. Et il a raison, quoi. Il a eu raison. C'est lui le plus fort. Mais on s'en fout d'être le plus fort. Parce qu'en réalité, ce qui est important, c'est d'être à deux. Convaincre, c'est être avec l'autre. Convaincre, c'est comprendre qui est l'autre, c'est comprendre ce qu'il attend, comprendre ce dont il a besoin, de ce dont il a envie, et lui proposer un horizon, lui proposer une destination avec un chemin qui nous permet d'y aller, qui va trouver son agrément, auquel il va adhérer. Et on va aller ensemble sur ce chemin. Ça, c'est convaincre. Convaincre, ça se fait à deux ou à plusieurs. Donc l'idée, c'est surtout pas d'avoir raison une fois pour toutes et de repartir content. On n'a jamais raison contre l'autre. On a raison avec l'autre et ça, c'est convaincre. Donc ça, c'est une notion qui est absolument fondamentale et qui vous aidera si vous l'avez à chaque fois en tête. Et les 4 piliers de l'art de convaincre arrivent. Alors, voilà encore une chose qui ne change pas. Et j'aime beaucoup commencer mes conférences par cette phrase. Alors là, je vous l'ai mise là parce que je trouve qu'elle est pertinente. C'est une phrase de Francis Picabia qui dit « Ce qui m'intéresse chez vous, c'est moi. Ce qui m'intéresse chez vous, c'est moi. » On pourrait presque s'arrêter là parce qu'une énorme partie est dite. Et c'est rigolo parce que Francis Picabia, qui était un artiste surréaliste, faisait là preuve au contraire d'un énorme réalisme. Et effectivement, ce qui vous intéresse ici, par exemple, c'est pas moi. Ce qui vous intéresse, c'est dans ce que je vous dis, ce qui va vous permettre à vous de vous améliorer. Donc, effectivement, ce qui vous intéresse, c'est vous. Il faut que vous ayez conscience, à chaque fois que vous allez voir un client, que, parce qu'on traite bien de la relation commerciale, que ce qui l'intéresse chez vous, c'est lui. Quand bien même certaines notions qu'on va traiter aujourd'hui peuvent marcher et marchent très bien avec des partenaires, avec vos équipes, en général dans la vie. Et donc, en fait, le premier pilier, je l'ai appelé le B.A.B.A. de l'art de convaincre. Le B.A., c'est un chemin. Le B, c'est moi. Le A, c'est l'autre. Et en fait, on doit aller sur ce chemin pour aller rejoindre l'autre et créer le bas, le B.A.B.A. Et la première chose qu'on doit avoir en tête, c'est comprendre qu'on peut aller sur ce chemin que si on est convaincu déjà de ce qu'on a au fond de soi. Il faut déjà qu'on soit très très fort sur ce chemin pour avoir une chance. On est convaincant que quand on est convaincu. Donc,
La première des choses, c'est qu'il faut se préparer à aller chercher au fond de soi, dans une forme d'introspection, ce qu'on a qui va nous rendre convaincants. Et ensuite, on l'adaptera à la demande, aux besoins de l'autre. Donc, moi, je vous propose 5 questions, qui sont les 5 questions, comme une forme de matrice, qu'on doit se poser avant toute chose. À quoi je crois? À quoi je crois? Qu'est-ce que je porte et qui me porte également? Quel est mon combat? Comment s'appelle mon combat? Quel est mon objectif? Avec quoi je gagne? Et enfin, quelle est ma zone d'expertise et de confort? À quoi je crois? Quel est mon combat? Quel est mon objectif? Avec quoi je gagne? Et quelle est ma zone d'expertise et de confort? Je vais prendre l'exemple d'un entrepreneur qu'on a accompagné récemment, qui s'appelle Guillaume, qui a une boîte qui s'appelle Nutritz, et qui crée et qui installe des fermes dans la ville. Oui, vous avez bien entendu, des fermes urbaines. Et Guillaume, il est habité par son projet qui est magnifique. Lui, à quoi il croit? La première chose qu'il vous dit quand il arrive, et puis je peux vous dire qu'il le dit avec véhémence tellement c'est important pour lui, il croit que l'agriculture d'aujourd'hui n'est plus adaptée aux besoins d'une partie de la population. Elle est trop loin, elle fait mal à la planète et elle ne fait pas tant de bien que ça aux gens qu'elle nourrit. Donc, il croit que l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui doit être remaniée, réinventée. Quel est son combat? Son combat, c'est le locavore. C'est le fait de permettre à des gens de consommer des produits, du poisson, d'abord des légumes, ensuite des fruits, mais également du poisson, qui ont été produits à proximité de l'endroit où ils habitent. Pour plein de raisons, en particulier pour le fait que ça vient très très vite chez vous et ça n'abîme pas la planète. Ça passe pas par des avions, par des voitures qui vont avoir un indice très mauvais pour votre planète. Et puis, comme ça va très vite, ça garde tous ces nutriments. Donc, pour lui, en fait, son combat, il est très simple. Locavore, en un mot. Quel est son objectif? Son objectif, c'est tout simplement, à chaque fois qu'il parle par exemple, aux représentants d'une ville, c'est de le convaincre de ça, de façon à installer une ferme urbaine dans cette ville. Avec quoi il gagne? Il gagne en fait avec un système qu'il a récupéré de très vieilles recettes où tout est au même endroit sans aucune déjection. Il a à la fois des poissons, à la fois des plantes, à la fois des légumes et des fruits. Et en fait, c'est un cercle vertueux où chacun nourrit l'autre et qui fait qu'il n'y a aucune déjection et aucune pollution de l'endroit où il est. Donc, il a vraiment trouvé une façon de faire qui est formidable et hyper efficace. Quelle est sa zone d'expertise et de confort? C'est le locavore. On est clair, il n'en sort pas, il sait exactement ce qu'il a à faire, il sait où il est, et quand il a besoin de parler d'autre chose, par exemple d'ergonomie ou d'architecture, il vient avec son architecte. Donc lui, il est très très bon sur son combat et il n'en sort pas. Et il est du coup très 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 convaincant parce qu'il est extrêmement habité et convaincu par tout ce que les 5 questions que je viens de vous donner. Et quand il arrive, Guillaume, face à un maire, ou pas que le maire, il y a sûrement d'autres personnes autour de lui, il a conscience, et il faut qu'il ait conscience que ceux qui sont en face de lui vont prendre une décision à partir d'une opinion, mais que cette opinion, pour qu'elle se crée, c'est plein de petits morceaux d'ancrage mentaux qui vont se sédimenter, créer cette opinion et arriver à la décision. Et il faut qu'il parte de l'ancrage. Et dans cet ancrage, il y a souvent des choses qui existent déjà et sur lesquelles il va falloir travailler. Parce que les gens qui sont en face de vous, ce sont des icebergs. Un client, c'est un iceberg. Il a des attentes, il a des convictions qu'il a exprimées,
mais ça n'est qu'une partie de ce qui l'habite. À l'intérieur de lui, il y a de la culture. S'il était à l'étranger, s'il était en province, s'il était à Paris, tout ça en fait qu'il a une façon de penser différente. Il peut avoir des préjugés, il peut avoir des valeurs, une certaine sensibilité. Il est dans un contexte. Il y a peut-être des élections dans 3 semaines. Il y a peut-être des élections dans 5 ans. Il a peut-être un conseil municipal avec lequel il ne s'entend pas. Il a des croyances. Il a des conflits intérieurs. Ou avec son conseil municipal, justement. Il a des moteurs. Peut-être que ce maire, il veut changer le monde et lui aussi permettre à ses administrés d'avoir une vie plus saine. Il peut avoir aussi des traumatismes. Tout ça, c'est caché. Et la première des choses, c'est d'écouter, puis de questionner et de faire en fait une forme d'enquête pour en savoir plus, se rapprocher en fait de son client pour mieux le comprendre, mieux le ressentir et en définitive lui faire des réponses qui correspondront à ses vraies questions. Parce que les questions qu'il vous pose ne sont pas toujours les questions qu'il se pose en réalité à l'intérieur de lui. Donc si on fait la to-do list de ce premier pilier, le b.a.-ba de l'art de convaincre, on va dire qu'on doit commencer par déterminer ces points d'appui. Ce que j'appelle les points d'appui, c'est tout ce qui va renforcer votre démarche, votre engagement et votre détermination. Ces points d'appui, vous allez les trouver en vous posant les bonnes questions. Moi, je suis un fanat absolu des questions. Il y a une phrase de Einstein que j'adore qui dit « Quand j'ai une équation ou un problème à résoudre, je passe 90% du temps à chercher la question et j'ai besoin de 10% du temps pour trouver la réponse. » En réalité, très souvent, les gens cherchent tout de suite, se jettent sur la quête de la réponse sans se poser la question de la pertinence de la question. Mais une bonne réponse à une mauvaise question, c'est une mauvaise réponse. Donc, l'important, c'est d'abord d'aller à la source, de bien comprendre la question. Ça, si vous voulez convaincre les gens, c'est absolument fondamental. Donc, vous mettre à la place du client, du prospect, des collaborateurs ou des managers que vous voulez convaincre et comprendre le ou les points de bascule qui vont faire prendre cette décision. Donc, point d'appui et point de bascule. Travaillez vos points d'appui et allez chercher la compréhension des points de bascule de celui ou de celle qui sont en face de vous. Et ça, en fait, ça, le distanciel ne change rien. Il l'améliore même par rapport à une époque révolue où Internet n'existait pas. Parce que vous avez LinkedIn, vous avez Twitter, vous avez tout un tas de choses sur Internet qui vous permettent d'en savoir plus, de comprendre, de ressentir qui est la personne qui est en face de vous. Et puis, vous avez après les questions qui vont vous permettre, questions ouvertes et questions fermées, de vous rapprocher au maximum de son iceberg pour éviter d'être un Titanic. Le triptyque grec. Le triptyque grec, c'est mon deuxième pilier. Ce sont les trois dimensions sur lesquelles on fonde une relation commerciale solide, grâce à laquelle, en fait, on va pouvoir convaincre plus facilement. Alors, ces trois dimensions, ce sont le logos, le pathos et l'éthos. Et je vous dis tout de suite ce qu'il recoupe. Le logos, c'est le chemin qui permet d'arriver à la pertinence de ma réponse. Donc, c'est la construction dans laquelle je suis allé chercher, je vous l'ai dit et je vais vous le répéter, la bonne question pour trouver la bonne réponse, et puis ma façon de construire toute mon équation pour arriver à la réponse la plus pertinente possible. Ça c'est très partagé. C'est-à-dire, c'est très partagé au sens où tout le monde le partage et tout le monde est d'accord sur ça. Deuxième dimension, le pathos. Le pathos, c'est la qualité de ma relation avec la personne en face de moi. J'imagine que si vous aviez Kim Jong-un, le patron de la Corée du Nord, en face de vous et qui vous donnait un conseil, vous ne l'écouteriez pas parce que vous pensez que cette personne est une horrible personne. Alors là, je prends un exemple qui est absolument à un bout de la chaîne, mais si vous n'avez pas confiance
dans la personne, vous n'avez pas envie de l'écouter. Confiance, ça vient du latin « se donner à l'autre ». Donc, faire confiance à quelqu'un, c'est se donner à l'autre. Donc, si je n'ai pas une bonne qualité de relation, je ne vais pas me donner à l'autre. Là, ça change un peu parce qu'on se voit moins actuellement. On commencera à se voir un peu quand même. On ne va pas être entièrement en distanciel. Mais finalement, il y a quand même plein d'autres moyens. Il y en a un qui marche très très bien, avec lequel vous êtes habitué depuis très longtemps. Ça s'appelle le téléphone. Donc, on peut quand même avoir des échanges auxquels vous êtes habitué et qui fonctionnent très très bien. Et puis, alors le logos et le pathos, vous en avez l'habitude. L'éthos, un peu moins. Et l'éthos, c'est tout ce qui fonde ma réputation. L'éthos, c'est ce qui fait que parce que j'ai une bonne réputation, je vais avoir une forte crédibilité. Et l'éthos va venir renforcer considérablement mon logos. Et l'éthos, en fait, ça se fait de plein de façons différentes. Et en général, vous ne le faites pas assez. L'éthos, c'est produire du contenu. Alors aujourd'hui, avec Internet, c'est vraiment facile. Produire du contenu qui va venir prouver à l'autre que je suis un expert de mon domaine. Donc, votre serviteur, je fais des livres, je fais du contenu, je fais des webinaires. C'est ma façon à moi de travailler mon ethos. Il y a une autre façon de faire, par exemple, c'est tout ce qui est mettre en avant vos clients ou vos partenaires dont le prestige et donc la réputation va venir vous rapporter, comment dire, plus de notoriété et une meilleure image. Je donne un exemple précis. Il y a 5 ans, Nexity, qui est aujourd'hui un de nos plus grands clients, est venu nous voir parce qu'on était partenaire en pitch de la BPI. Et donc, le fait qu'on soit partenaire pitch de la BPI et le fait que Nexity souhaitait former ses commerciaux au pitch a fait qu'ils sont venus nous voir spontanément. Voilà à quoi sert la réputation. Et je suis persuadé que quand je leur ai proposé ma méthode, quand je leur ai proposé un plan de formation, ça a été beaucoup plus facilement accepté. Ils y ont beaucoup plus facilement adhéré du fait de ma réputation, de notre réputation qui nous avait précédés. Et donc, en fait, vous devez travailler les 3 dimensions. Vous travaillez énormément le logos, vous travaillez un peu le pathos, vous ne travaillez pas assez l'éthos. Et je suis venu vous dire aujourd'hui, vous devez travailler les 3 dimensions de ce triptyque grec qui est vraiment la base de la relation commerciale. Alors, en termes de to-do list, le logos, vous devez travailler à aller chercher, comprendre, je vous l'ai dit dans l'instant d'avant, qui est ce client. Et comprendre qui est ce client et son attente, c'est vous permettre de reformuler la question et de trouver la réponse enfin pertinente. Donc, le logos, c'est tout ce travail qui va aboutir à quelque chose de juste par rapport à son attente. Le pathos, c'est… Alors, on parle du pathos, on parle de la relation au moment où on est en face de l'autre. Moi, je l'emploie pour la relation sur la durée. C'est cette relation de confiance qui va faciliter la décision parce que si vous avez confiance, vous vous donnez à l'autre et du coup, vous êtes plus facilement convaincu que le contraire. Et puis, l'éthos. L'éthos, c'est engager des actions vers le client, vers le marché, qui travaillent à la fois votre notoriété, votre image et nourrit votre réputation et donc votre crédibilité. Et je vous le dis, à l'issue de ce webinaire, mettez-vous tout de suite à réfléchir à ce que vous avez fait la semaine dernière et ce que vous allez faire la semaine prochaine pour construire cet ethos au maximum. Qu'est-ce que vous avez comme partenaire, comme client que vous pouvez mettre en avant parce que leur propre ethos va vous aider à être plus fort dans la tête de ceux à qui vous allez vous adresser. Qu'est-ce que vous allez construire comme contenu, comme démarche, qui vont venir dire à quel point vous êtes un expert de ce que vous professez. Ça prend un peu de temps, mais ça fait gagner aussi beaucoup de temps derrière quand vous cherchez à convaincre ceux qui sont en face de vous. Troisième pilier de la relation commerciale, c'est le continuum. Voilà, très concrètement,
je le sais parce que j'ai parlé avec certains d'entre vous, vous êtes très centré sur le pendant, c'est-à-dire le moment où vous êtes en face de l'autre. C'est là que vous avez une inquiétude. Et moi, je suis venu vous dire qu'il y a un avant et un après. Le après, il va préfigurer la relation qui va venir encore après. Mais sur le avant, mon point, c'est de vous dire à quel point, pardon, je me suis trompé, à quel point le pendant n'est pas le problème principal, mais le avant vous fait gagner énormément de temps et d'efficacité. Plus vous serez bon et plus vous aurez investi dans le avant, plus pendant la relation distancielle, j'allais dire physique, vous serez meilleur et vous allez avoir des meilleurs résultats. En ce moment, il y a un documentaire qui est, d'après mon fils, le documentaire qui fait le plus de vues dans le monde, qui s'appelle The Last Dance, qui est sur Netflix. Il est génial, je me permets de vous en faire un peu la publicité, et qui est sur Michael Jordan. Et sur les titres que Michael Jordan a gagnés avec son équipe des Chicago Bulls. Michael Jordan, c'est un génie, tout le monde le sait, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est un génie de la raquette. Mais personne n'imagine le temps, les milliers d'heures qu'il a passé, dans le avant, dans le physique et le mental, dans l'entraînement physique, les milliers de ballons qu'il a envoyés et les milliers d'heures qu'il a aussi passé sur la technique, sur la tactique, sur le fait de se préparer à affronter l'équipe en face. Et c'est parce qu'il y a eu ce travail, et regardez vraiment ce documentaire, il est formidable pour ça, c'est parce qu'il y a eu tout ce travail qu'au moment du pendant, il a été si fort. Or, nous, spectateurs, on voit toujours le moment où il est en train de jouer au ballon, et en fait, on n'imagine pas toutes ces heures. Mais pour vous, c'est exactement pareil. Votre réussite, elle commence avant, et elle commence dans votre agenda. Alors avant, qu'est-ce que vous faites? Vous allez préparer votre triptyque, votre ethos, votre pathos, votre logos. Le logos, je reprends, comprendre l'attente et se mettre en capacité à aller répondre de façon juste à l'attente et aux besoins de l'autre. Le pathos, faire en sorte qu'il découvre à quel point vous êtes formidable, qu'il découvre à quel point vous êtes sympathique et qu'il ait envie de travailler avec vous. C'est très important. On n'a pas envie de travailler juste en envoyant avec un mail, ça ne suffit pas. Il y a justement, on parlait de cet enjeu humain. Cet enjeu humain, il se décrit à cet endroit-là. On doit exister humainement pour l'autre. Et ça se passe avant et pas seulement pendant. Et puis l'éthos. Qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine pour construire cet éthos? Qu'est-ce que vous avez déjà fait que vous pouvez récupérer et faire savoir? Donc, le savoir-faire est important, le faire savoir l'est tout autant. Créer des actions inductrices. Je vous ai parlé de l'ancrage. On va récupérer cette idée et il faut faire en sorte de commencer en amont à travailler l'ancrage mental. Si je reprends Guillaume, mon entrepreneur de tout à l'heure, Nutritz, pas idiot avant, ce serait pas idiot avant d'avoir une réunion d'envoyer un dossier avec quelques études. Et alors, si c'est des études sur les consommateurs en général, c'est bien. Si c'est des études sur la ville, c'est encore mieux, qui montrent qu'il y a une attente du locavore. Et ces études, si je suis le maire, que je le lis et que je vois qu'il y a une attente, forcément, ça va travailler mon ancrage. Alors, l'intérêt, c'est non seulement de faire en sorte de commencer de construire dès l'amont, un ancrage positif pour amener une bonne décision, en tout cas la décision que vous appelez de vos voeux. Mais imaginons maintenant qu'il y ait dans l'ancrage quelque chose qui existe déjà et qui soit un blocage. Eh bien, c'est très bien d'envoyer quelque chose avant parce que ça va permettre à l'autre de réagir quasiment immédiatement quand vous allez arriver et il vaut mieux crever les abcès le plus vite possible. Plutôt que d'attendre la fin de la réunion où là, franchement, vous n'avez plus le temps de travailler et vous n'avez plus le temps en fait, de convaincre l'autre. Et puis, je le répète, parce que justement, c'est un de mes messages importants aujourd'hui,
On est inquiet sur la partie distancielle de convaincre au moment où on va présenter, on va pitcher. Mais tout ça est un continuum. Ça démarre bien avant et ça continue après. Donc, prévoyez le temps nécessaire en amont pour concevoir à la fois votre présentation écrite, mais aussi votre présentation orale. Entraînez-vous. Entraînez-vous avec votre équipe pour avoir les mots en bouche. Même si ce n'est pas exactement les mêmes, j'ai envie de dire pour avoir les idées en bouche. Voilà, c'est ça. N'apprenez pas par cœur, mais il faut que vous ayez les idées en bouche pour être fluide au moment où vous allez vous retrouver en face de vos interlocuteurs. Et puis le après, qui est vraiment l'enfant oublié en général du continuum. Le après, parce que après, ça continue en fait. Donc, soit vous avez une décision positive, vous avez deux choses à faire. Vous remerciez le client et vous célébrez avec votre équipe. Alors, célébrer avec votre équipe, on en parlera quand on travaillera sur manager à distance et on verra que manager à distance, c'est aussi des félicitations, des célébrations. Mais remerciez le client pour lui dire à quel point vous êtes heureux. Remerciez le client pour lui dire à quel point vous êtes engagé dans la réussite du projet. Et ça, c'est important parce que ça construit toujours cet ancrage, cette relation. Et pour la fois suivante, ça crée un terreau favorable au prochain projet que vous aurez à lui présenter. Alors, quand je parlais d'enfants pauvres, alors là, quand il y a des décisions négatives, la plupart du temps, je dirais 90% du temps, on ne rappelle pas. On ne rappelle pas parce qu'on est dans un processus de résilience. On se dit, bon, je vais essayer d'oublier, je vais passer à autre chose et l'action fera que je vais me relever puis je vais y aller. Oui, mais pour ne pas retomber, parce que les échecs sont les matrices du succès. C'est quand on comprend ces échecs qu'on est capable de construire les prochains succès. Les décisions négatives de vos clients ou de vos prospects, elles doivent être analysées. Donc, vous les interrogez pour comprendre pour la fois suivante ce qu'il ne faudra pas refaire. Et c'est cette expérience qui, au fur et à mesure, vous permettra d'être j'allais dire de meilleur en meilleur, c'est les mots qui me viennent, mais je crois que ce n'est pas exactement très grammatical. En tout cas, qui vous permettra de vous améliorer sur la durée. On va maintenant passer au quatrième pilier, que sont les 3 vecteurs de l'impact. Là, je l'ai mis en dernier parce que c'est le pilier qui touche le plus à la modalité distancielle. Vous avez vu que les 3 piliers précédents, que ce soit le b.a.-ba, le triptyque grec ou le pilier du continuum, la prise en compte du continuum, sont des piliers où les choses n'ont pas forcément changé. Mais c'était important que vous les ayez en tête pour vraiment comprendre qu'on parle d'un tout. Là, le 4e pilier, c'est la question des vecteurs de l'impact. Donc, qui dit vecteur de l'impact, si vous vous mettez à la place de l'autre, c'est les capteurs. Quels sont ces capteurs? Et il y a eu des études qui ont été faites. Alors, la première date des années 70, c'est un psy ou un sociologue qui s'appelle Albert Mehrabian, et qui a été refaite il y a 4 ans, 2016, par l'université d'Oxford, et qui dit que les 3 principaux vecteurs de l'impact sont les yeux, les oreilles, et dans les oreilles, il y a deux notions différentes. Il y a ce que j'entends et ce que je comprends. Et en fait, les chiffres sont épatants, éloquents, incroyables. 55% de ce que je comprends, de ce que je ressens, de ce que je vais avoir emmagasiné, de ce qui m'impacte, c'est d'abord ce que je vois. 38%, c'est le vocal. Donc, la façon que l'autre a de parler, s'il est apathique ou s'il est enthousiaste. Et puis, dernier point, le verbal, qui représente 7%. Donc, globalement, c'est un 90-10. Finalement, alors surtout nous autres, les Français, on s'attache énormément à la qualité du fond, de ce que je vais dire, les mots, attention, de prendre celui-là et pas celui-là. Mais en réalité, la vision et le vocal, ce que je vois et ce que j'entends vont vraiment venir être beaucoup plus impactants dans un premier temps. Donc, ayez conscience de ça. Et alors, oui, là, effectivement, en termes de distanciel, il y a une modalité qui change un petit peu la donne. Alors, mon idée était évidemment pas de vous faire un tuto sur Zoom et vous dire comment se servir de Zoom.
Je suis cependant obligé de reprendre quelques éléments qui vont vous permettre d'être fort. Donc d'abord, arriver 10 minutes avant, ça toujours. D'abord, ça fait baisser le stress. Et puis surtout, s'il se passe quoi que ce soit, vous êtes prêt, vous pouvez le changer. Et puis, ayez un protocole. Ça, c'est pour éviter de vous polluer avec des questions de dernière minute. Ça, c'est juste que vous soyez au maximum de vos possibilités derrière l'écran. Donc, vous arrivez 10 minutes avant, ça c'est le minimum, et puis vous avez un protocole. C'est-à-dire vous savez que votre ordinateur, il va être posé sur, moi, c'est 2 livres, un livre et une boîte, et je sais que j'ai la bonne distance et j'ai le bon cadrage. J'ai mon verre d'eau. Voilà, j'ai eu un webinaire un jour où j'ai eu une canne de tout et je n'avais pas d'eau. Voilà, il y a un protocole, vous devez avoir les choses en place. Et puis, on va donc travailler visuellement. Qu'est-ce qui doit se passer visuellement? Visuellement, le cadrage. Essayez d'avoir un cadrage à la fois pas trop riche et pas trop neutre. La lumière, faites en sorte qu'on vous voit bien. C'est dommage de se mettre, par exemple, devant une fenêtre et d'être en contre-jour. Et du coup, les gens ne peuvent pas vous voir. Et du coup, le fait qu'ils ne puissent pas vous voir fait qu'ils voient encore moins vos sourires, vos yeux, et la connexion est encore plus difficile. Ayez un fond qui ne vous prend pas, alors, il y a le cadrage et le fond, pardon, j'ai un peu confondu. Le cadrage, c'est être bien dans le cadre pour qu'on vous voit au maximum. Essayez d'avoir au moins les épaules et de pouvoir mettre vos mains dans l'écran si besoin pour donner plus de force à ce que vous dites. Et c'est le fond que je voulais évoquer en disant pas trop riche et pas trop neutre non plus. La caméra, alors je vais tout de suite associer la caméra et le sourire. La caméra, elle est là. Et en fait, il faut que vous compreniez que votre public, c'est votre caméra. Et on a tendance à se regarder, à lire. Et finalement, pour cette connexion, c'est compliqué. Alors moi, je vous donne un truc d'une de mes coachs préférées qui s'appelle Mylène. Voilà, je vous donne mon secret. Je mets un post-it avec un sourire juste derrière. Voilà, là, vous imaginez, il est derrière ma caméra. Et du coup, j'oublie jamais de vous regarder. En tout cas, ça m'améliore. Et puis, j'oublie jamais que sourire, c'est important parce que ça vous permet de me voir positif. Et puis moi, ça me fait du bien. Le sourire, ça fait du bien quand on sourit. On est encore plus en forme. La gestuelle, on met un peu de main, pas trop. Moi, j'ai tendance à en mettre trop. Voilà, je suis un peu italien dans l'histoire. Je savonne un peu. Il faut que je fasse attention. Mais de temps en temps, une main qui va venir, ça permet de donner un petit peu de mouvement, un peu de cette gestuelle. Elle vous aide et puis elle vous aide aussi à parler. Faites des slides qui ne soient pas trop chargés. On le dit aussi en présentiel, mais c'est encore plus fort parce que plus les slides seront chargés, plus les gens vont les lire et vont avoir tendance à moins vous écouter. Ne mettez sur les slides que ce que vous voulez qu'ils retiennent. Vocalement, testez le son avant. Je me suis rendu compte que quand je parlais sans micro, enfin sans ce casque, c'était moins bon. Je me suis rendu compte qu'une grande salle était moins bonne qu'une petite salle si je n'avais pas le micro. Donc, testez le son. Voyez ce que les gens disent autour de vous. Là, je suis sur le capteur de l'oreille. Vous avez dit à quel point c'est important. Soyez plus court, soyez plus lent et faites des pauses. Souvenez-vous de ces 3 secondes de différence, 3 secondes et demie. Donc, laissez le temps à ce que vous dites d'aller voyager jusqu'à votre public, plus court, plus lent, et faites des pauses. Soyez clair et surtout, voilà, ne craignez pas de répéter et cherchez le feedback. Et ça, c'est le sujet. C'est-à-dire que quand on est face à l'autre, on a l'habitude de comprendre plus ou moins s'il adhère à ce que vous dites. C'est beaucoup plus difficile en distanciel, donc n'hésitez pas, un, à répéter pour bien faire passer le message, et deux, n'hésitez pas à chercher le feedback et à lui demander ou à leur demander si les choses sont claires, s'ils les ont bien comprises. En quelque sorte, soyez plus pédagogique que lyrique. C'est l'exercice du distanciel
est quelque chose qui se doit d'être efficace. On est dans quelque chose d'efficace. Je pense qu'il y a des réunions distancielles, on va peut-être un peu plus se parler, faire des tours de table et se raconter des choses, mais maintenant, on va avoir d'autres supports, par exemple le téléphone, et le distanciel doit être efficace. Le temps que vous avez le sentiment de passer plus de temps que vous n'en passez réellement quand vous êtes face à un écran. C'est les études qui le disent. Et puis, si vous devez garder qu'une slide de cette to-do list du dernier pilier, eh ben, ça va être celle-là. Je vous ai dit au début que le sujet, c'est de retravailler votre connexion humaine qu'on a le sentiment de voir altérée au sein de la connexion Internet. Vous êtes face à cet écran froid. Comment vous comportez? Eh bien, c'est votre intention qui compte. C'est votre intention qui va vous porter. Et je vais vous dire, dans le webinaire précédent, quelqu'un m'a demandé comment je peux faire pour ne pas bafouiller ou pour ne pas trembler. En fait, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que vous soyez engagé. Ce qui compte, c'est que vous portiez quelque chose. Et du coup, votre intention, c'est de la transmettre. Moi, aujourd'hui, j'ai 45 minutes pour vous être utile. J'ai 45 minutes pour que, en m'écoutant, en me lisant, vous appreniez des choses qui puissent vous permettre d'avoir moins peur de l'écran et d'être plus efficace, d'être en confort. Eh bien, c'est mon intention. Et comme elle m'habite très fort, si vous le ressentez, on a gagné et moi, je vais me sentir à l'aise avec ça. Donc, quelle est votre intention avant de faire votre réunion en distanciel? Dernier conseil pour la route, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Je l'ai dit, je le répète, mais c'est tellement important et on ne s'entraîne jamais assez et on pense toujours qu'il y a des choses plus importantes à faire alors que l'entraînement, c'est la mise en place de tout ça et c'est ce qui va vous rendre beaucoup plus convaincant quand vous exprimerez et quand vous présenterez. Ayez toujours un plan B, un plan C pour ceux qui étaient là la dernière fois. Vous avez vu qu'il y a eu un crash Internet. Heureusement que j'avais un plan B et même un plan C parce que ça vous déstresse et ça vous permet d'être le plus naturel possible. Et c'est ce naturel qu'il faut qu'on arrive à retrouver. Et puis, focus, focus, focus. Tout à l'heure, j'ai dit, d'ailleurs, je ne l'ai pas explicité, on se sent plus fatigué. On est plus fatigué parce que, en fait, on se doit d'être beaucoup plus focus du fait que les capteurs n'ont pas toutes les informations qu'elles ont d'habitude. Donc, c'est pour ça qu'on fait des présentations qui sont plus courtes pour que vous puissiez garder toute l'énergie, vous en tant que spectateur et moi en tant qu'animateur. Donc, je reprends, la connexion humaine, c'est se reconnecter à soi-même et à l'autre. Et donc, comment je fais pour être le plus humain possible? Eh bien, je vous dis, maintenant, je vous donne la réponse, l'intention est fondamentale. Tous les autres sont des tips opérationnels, mais le fait d'arriver avec une intention, le fait de vouloir transmettre quelque chose, d'être habité par ça, c'est ce qui va vous permettre de garder cette connexion humaine. Et puis, les 4 piliers de l'art de convaincre qui datent des Grecs et qui de tout temps ont été les mêmes. Le b.a.-ba de l'art de convaincre, comprendre l'autre, aller à l'autre, être fort avant de prendre le chemin, mais faire ce chemin pour aller le rejoindre et pour le comprendre et le ressentir. Le triptyque grec dans lequel j'insiste sur qu'est-ce que vous faites pour travailler votre réputation. Alors, il y a évidemment être pertinent, évidemment être sympathique, mais la réputation. Travaillez votre crédibilité, votre réputation. Vous allez convaincre 10 fois plus facilement en faisant ça. Le continuum de la relation commerciale, j'ai envie de vous dire que la réussite, c'est avant. Vous la construisez avant. Et donc, déstressez-vous un peu sur le pendant parce que si vous avez fait tout ce travail avant, le pendant sera beaucoup plus facile. Et puis, les 3 vecteurs de l'impact avec des tips et le fait d'être en face. Et je laisse la parole à Darwin, qui a dit cette phrase merveilleuse, et moi je pense que c'est bien de conclure avec ça. Les espèces qui survivent ne sont ni les plus fortes, ni les plus intelligentes. Ce sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. Et je donnerai une seule anecdote là-dessus, c'est je viens de déconfiner il y a quelques jours à peine, et je suis allé chez le médecin par Internet.
je suis allé chez le médecin par Internet. Je veux dire, déjà, j'ai même du mal à vous le dire. S'il y a même 2 mois, on m'avait dit que j'irais aller chez le médecin par Internet, j'aurais été halluciné. En fait, on s'adapte à tout. On a eu finalement le télégramme, le téléphone, on a eu les pigeons voyageurs, oublions-les, mais on a eu le télégramme, on a eu les lettres, puis le télégramme, et puis le téléphone. Imaginez ce qu'a dû être le téléphone quand il a existé pour la première fois, parler avec une voix qui passait dans l'air. Et puis il y a eu les SMS, les WhatsApp, on s'est habitué à tout. On va aussi s'habituer à la visio. J'ai essayé de vous donner des éléments qui vous permettent d'aller plus vite dans cette adaptation. Mais dans tous les cas de figure, soyez rassurés, vous allez vous habituer. Et je vais terminer avec un peu notre devise mobilis in mobile, ce qui ne veut pas dire soyez mobile avec votre portable, mais soyons mobiles dans un monde qui bouge. C'était tout le sens de ce que je vous ai donné aujourd'hui. Il y a des choses dans ce monde qui bouge qui sont, auxquelles il faut s'adapter, mais il ne faut pas oublier non plus le fondamental. C'était le point sur lequel je voulais insister. Je vais laisser, merci beaucoup pour votre écoute et je vais laisser la parole à Alice pour prendre vos questions. Merci. Merci Eric, c'était très intéressant. Alors, on a quelques questions. Christophe, du coup, nous demande la confiance. Ça marche avec des personnes que l'on connaît, mais comment fait-on pour vendre à de nouveaux prospects qui, par définition, ne nous connaissent pas? Alors, la première chose, c'est qu'on leur montre… La première des choses, c'est comment s'appelle-t-il, Christophe? Christophe, la première des choses, c'est de leur montrer qu'on n'est pas là pour leur fourguer le sac à main et qu'on va partir d'eux. Donc, la première des choses pour leur donner confiance, c'est de leur montrer qu'on vient répondre à une de leurs questions. Donc, la première des choses, c'est, nous, on a un outil qui s'appelle le vous, je, nous. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui, j'en ai parlé la dernière fois, qui est un petit outil sémantique, vous, je, nous. Vous commencez systématiquement par lui parler de lui. Vous êtes ici pour, vous avez un sujet là-dessus. Et puis vous dites je. Ça, c'est votre objectif de vente. Et en fait, cet objectif de vente, c'est la réponse à la question. Et puis le nous, c'est comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Alors, le fait de démarrer par le vous, c'est une façon de lui montrer que vous venez pour lui et pas pour vous. Et c'est la première démarche à faire pour mettre de la confiance. La deuxième chose, beaucoup plus physique, c'est de lui sourire. C'est de lui montrer vraiment que vous avez envie de l'aider, que vous avez envie de faire quelque chose pour lui. Voilà comment la confiance démarre. Une démarche empathique réelle. Merci. Ensuite, du coup, Jean-Pierre nous demande, donc c'est sur la partie du continuum de la relation commerciale, ne faut-il pas également s'interroger sur les raisons du succès? Oui, mais le truc, c'est qu'on, le truc, c'est que il faut aussi s'interroger sur la raison du succès. C'est tout à fait juste. Le vrai sujet, c'est juste qu'en France, on a un problème avec l'échec. Et donc, en fait, on a le sentiment… Bill Gates aurait dit, mais en tout cas, ça me plaît, alors je vais le croire, je n'engage que des gens qui ont échoué, les autres sont dangereux. On a un problème en France avec l'échec, pas avec le succès. Et donc, en fait, on a tendance à ne pas vouloir l'analyser et à le mettre sous le tapis. Donc, je pense qu'analyser un échec est très, très profitable et qu'on ne fait quasiment jamais. Analyser un succès aussi, mais ça me semble moins… c'est plus courant de le faire en tout cas. Ensuite, du coup, une autre question, malheureusement, d'un spectateur anonyme qui nous demande comment peut-on travailler sur son ethos quand on est une petite structure? De la même… Monsieur le spectateur anonyme, Oui. On le fait de la même façon que quand on est une grande structure, en fait. Il n'y a aucune espèce de différence. Si vous écrivez un livre, si vous écrivez un article sur LinkedIn, si vous faites un webinaire, que vous soyez grand, petit, moyen, ça n'a aucune espèce de différence. Ce qui va faire la différence, c'est la qualité du contenu et la capacité à le faire savoir. Et maintenant que les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez être tout petit et avoir des clients prestigieux.
Vous pouvez être tout petit et avoir des partenaires prestigieux. Montrer que ces partenaires ou que ces clients vous ont fait confiance, quelle que soit votre taille, c'est aussi une façon de créer son ethos. Donc, pour moi, il n'y a pas de taille qui compte, c'est la qualité. Et ensuite, je pense, dernière question, parce qu'on arrive au bout du timing. Comment est-ce qu'on gère les questions d'un client, du coup, après une visio, quand on a la sensation que le client n'est pas convaincu? Absolument. C'est une question qu'on nous pose souvent. Alors, je vais démonter un peu la question. Si on a le sentiment que le client n'est pas convaincu, c'est que les questions nous le disent. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière ces questions, il y a d'autres questions. Il faut remonter un fil d'Ariane pour aller à la question. Pour aller à la question qui dit pourquoi il n'est pas convaincu. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est d'aller directement là où il y a le mal. Donc, il peut poser une question qui nous montre un peu qu'il n'a pas totalement adhéré. Eh ben, il ne faut pas avoir peur de démonter la question et de trouver la question qui est derrière jusqu'au moment où on va arriver au point névralgique du désaccord. Et là, il faut s'y attaquer avec les arguments qu'on a. Mais ce qui est très important, c'est de ne pas s'en arrêter à une impression et de pouvoir aller, si on veut vraiment que les choses bougent, à la question névralgique. Il est temps de conclure. Donc, Oui. Merci beaucoup. Vous êtes encore très, très nombreux à être restés jusqu'au bout. Oui. Merci à tous pour vos gentils messages que je vois défiler. Donc, et moi, on lira après, Eric. Et je voudrais remercier Alice pour tout le temps et pour m'avoir supporté pendant les semaines où j'ai travaillé sur ce webinaire. Alice va vous envoyer un mail pour vous, tout simplement, vous disiez si vous êtes content ou pas, vous le dites, parce que pour nous, c'est toujours très important et intéressant. Et puis, si vous avez besoin, si vous avez envie d'avoir des thèmes, dites-le aussi. Il y aura aussi le lien du replay. Donc voilà, je vous le répète, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Je répondrai à tout le monde dans le LinkedIn. Je vous indique aussi qu'on vient de lancer notre chaîne YouTube. On vient juste de la lancer. Il y a des vidéos dessus dans lesquelles je vous donne des conseils. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et puis, il me reste, à vous dire le prochain thème. Oui. Un webinaire. Alors, la date n'est Oui. pas encore exactement fixée, mais ce sera fidéliser ses clients à distance. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup.